Oi? Tá bom, né? Boa tarde a todos. A gente está aqui para mais um seminário do programa de pós-graduação em Educação Matemática. E hoje, espero que todo mundo esteja bem, né? E hoje é um dia típico, né? Geralmente os seminários são na quinta, mas devido ao feriado amanhã, uma folguinha que a gente teve, o seminário passou para hoje. Bom, o seminário intitulado hoje é Qual ensino propor para preparar os alunos para a modelização matemática? Essa é a temática. E aí, o que a gente combinou aqui com o professor Pierre, dele ter aproximadamente 1 hora para falar. A gente pensou de 30 a 40 minutinhos para fazer os questionamentos, né, mais na linha de conversa, não de pergunta e resposta, né? E depois a gente tem uns 20 minutinhos antes das 5 para ficar lá no coffee, vai ter um cafezinho, um bolinho, uma coisinha vegana, para a gente aproveitar. E aí tentar fazer até 5, né? Porque o pessoal tem filho para buscar, tem estágio para fazer, enfim, tem várias coisas depois das 5. Então a gente tentar se ater ao horário que já está um pouco extrapolado. E no final a gente também tem a lista de presença lá, o QR Code colado na parede. E também, se alguém precisar, a gente tem um papel para assinar bonitinho, tá? Se alguém precisar. A Vitória vai ler o currículo do professor Pierre Job. Pierre Job é bacharel em matemática pela Universidade Católica de Louvain e possui doutorado em didática das ciências matemáticas pela ICHEC, Brussels Management School. Atualmente é professor da ICHEC, revisor de periódico da Recherche en Didactique de Mathématiques, revisor de periódico da ZDM, Mathematics Education, e revisor de periódico da revista Québécoise de Didática das Matemáticas e revisor de periódico da PETIX. Desenvolve e orienta pesquisa em didática da matemática nas linhas de ensino e aprendizagem e no uso de tecnologias, tendo interesse na epistemologia do conhecimento. Então é isso, a Sônia pediu para falar que não deu tempo de revisar os slides, então pode ter alguns erros, que vocês tenham sensibilidade com isso. E a Sônia e o professor Zé Luiz, né, a professora Sônia e o professor Zé Luiz vão estar traduzindo para a gente a fala do professor. E é isso, boa fala para o senhor, boa tradução para vocês. Merci à tout le monde d'être venu. On va peut-être parler un peu moins fort. Bon, je dois tout de suite vous prévenir. Ma femme m'appelle Tasmanie. Tasmanie, c'est le personnage de bande dessinée qui est tout le temps. Donc, peut-être que Sonia qui est là me dira Pierre, calme-toi, parle moins vite, attends. Donc, ne vous effrayez pas. Ele está pedindo para não se preocupar, de vez em quando ele acelera e parece o personagem lá do quadro mas que ele vai tentar se controlar. Donc ici, on a 2 heures plus ou moins pour se parler. Donc j'ai de quoi tenir pendant beaucoup plus que 2 heures. Donc on verra bien où ça nous mène, voir l'intérêt des personnes dans la salle. Donc n'hésitez pas à me signaler si à un moment vous dites bon, ça commence à se bien faire, ou si vous voulez qu'on parle d'autres éléments. Voilà, il y a différentes possibilités. Ele está dizendo que ele se preparou para falar mais ou menos 2 horas, mas dependendo de como tiver, ele pode falar um pouco mais ou um pouco menos e deixar mais para as perguntas. Qualquer coisa é só dar um sinal.
Oui, oui, donc Donc, en Belgique, il y a une tendance pédagogique assez lourde qui s'appelle la tendance des compétences. Je pense que ce n'est pas le seul pays où ça se développe. Et cette compétence, elle se décline de plein de manières différentes. Et une des manières dont ça se décline, c'est la compétence qui est dite de résolution de problèmes. Donc l'idée, c'est de faire travailler les personnes pour qu'elles soient bonnes en résolution de problèmes. A priori, ça a l'air super comme projet. Mais on va voir en fait qu'il y a différentes manières d'envisager cette compétence de résolution de problèmes, et certaines de ces manières sont en contradiction avec l'épistémologie des mathématiques. Alors, cette manière particulière d'envisager la résolution de problèmes, elle a des ramifications assez importantes et des conséquences importantes qu'on ne soupçonne pas a priori. Notamment, elle place une partie des enseignants devant une série d'injonctions paradoxales, donc qui les empêchent en fait d'exercer leur métier correctement. Donc on va plonger un petit peu dans cette notion de compétence et voir où sont les paradoxes pour ensuite expliquer peut-être une piste, une voie différente d'approche de cette notion de résolution de problème. Et puis on pourra débattre un peu de la question et voir ce que vous en pensez. Ele disse que vai se dedicar inicialmente à questão sobre competência, depois aí vai voltar para a resolução do problema. Falou que na Bélgica se fala em aprendizagem por competências, né, e que uma das competências é sobre a resolução de problemas e que vai se criar um paradoxo nisso que ele vai abordar e tratar. Né? Obrigado. Se quiser, Alors, je vais commencer par vous parler d'un épisode qui s'est passé dans le cadre d'une formation d'enseignants. Donc les enseignants en question, ils sont censés travailler la compétence résolution de problèmes au début du collège, c'est-à-dire avec des élèves qui ont 12, 13, 14 ans. Alors, les profs, ils sont très mal à l'aise de devoir exercer cette compétence-là dans le cadre de pensée des évaluations PISA. Et spécifiquement, pendant cette formation, les formateurs les initient aux notions de suite arithmétique, suite géométrique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec les enseignants? Ils leur donnent des critères d'identification de ces suites-là. Comment je fais dans un problème pour identifier si j'ai une suite arithmétique devant les yeux ou si j'ai une suite géométrique? Une fois que j'ai fait l'identification, qu'est-ce que ça me donne comme outil pour répondre aux questions qui sont posées? Donc c'est sur ça que porte la formation. Alors qu'est-ce qui se passe avec les enseignants? Eh bien, il se passe la chose suivante. Donc d'un côté, les profs sont contents d'avoir ces savoirs à disposition parce que ça leur facilite la vie dans la résolution de problèmes. Eux-mêmes, ils ont des difficultés à résoudre les problèmes. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est vraiment intéressant, ils ne veulent pas enseigner ces outils-là à leurs élèves. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Ben voilà ce qu'ils disent. Os professores, de lado, eles têm os exames que os alunos têm que fazer o PISA, né? E de outro, eles gostariam até de não fazer aqueles tipo, preparar, treinar para fazer a prova. Né? Então eles preferiam fazer, às vezes, coisas diferentes, assuntos diferentes, mas eles ficam, de lado, pressionados para que os alunos se saiam bem nas provas. Né? E, em geral, tinham competências mais técnicas, de dar regras para resolver, estratégias, coisas mais spécifiques, e não assuntos mais gerais. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les professeurs, les enseignants? Ils nous disent
C'est la citation qui est là, ça. Si nous faisons la même chose avec nos élèves, ça ne sera plus pour eux de la résolution de problèmes. Or, c'est à cela que nous devons les former. Donc vous voyez le paradoxe dans lequel les enseignants se trouvent. On leur donne à eux des outils qui sont efficaces pour résoudre des problèmes, mais ils ne veulent pas les enseigner à leurs élèves parce que s'ils le font, alors ils ne pourront plus tester la compétence résolution de problèmes. O paradoxo está aí, que é uma maneira de estar fazendo os alunos resolver o problema pensando e, ao mesmo tempo, tem as regras lá que é para seguir, mais ou menos, né? E, de certa forma, amarra eles, não deixa eles fazer o que eles gostariam, o que consideram, às vezes, necessário para aprender a resolver o problema. Vocês fazem essa abordagem mais de ficar pensando no mundo, fazendo, eles acabam não desenvolvendo se eles ensinam os alunos a resolverem problemas, então não é por aí que não vai dar certo. O paradoxo para eles é isso. Você vai ensinar a resolver problemas. Não tem que ensinar os alunos, tem que desenvolver habilidades, pensando, aprender a pensar. Na verdade, seria colocar em níveis taxonômicos mais elevados, né? A gente está pensando que não ficar dando regras, né? Exatamente isso. É o paradoxo que o João fala, se ensinar eles não aprendem, se dá mais do que eles precisam. Tudo isso. Alors, dans cette vision idéologique des compétences qui est prônée notamment par PISA et toute une série d'autres organismes bienveillants vis-à-vis de l'humanité, eh bien, on a des mots-clés qui sont accrochés à la résolution de problèmes et d'autres types de compétences. Les mots-clés, c'est inédit, complexe, former des citoyens responsables, donc toute une série de slogans de ce type-là. Alors, à première vue, ok, bah oui, ça peut être bien, inédit, complexe, créativité, super. Mais encore faut-il voir ce qui se cache derrière ces mots-là, et comment il faut les comprendre. Et c'est là que les problèmes sont. Donc on va essayer de regarder un petit peu plus en profondeur pourquoi cette vision des compétences qui est prônée par PISA et d'autres est tellement problématique. Donc ces évaluations PISA, elles sont pilotées par l'OCDE, elles se font tous les 3 ans. Alors j'imagine que vous êtes tous familiers plus ou moins avec ces acronymes PISA, OCDE, peut-être qu'en portugais c'est pas les mêmes, mais en gros tout le monde sait de quel organisme on parle, je pense. Alors ces évaluations PISA, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est quoi le texte qui accompagne ces résolutions de problèmes et toutes ces compétences-là? D'une part, c'est de préparer les élèves à la résolution de problèmes. Ok, super. Confronter principalement les élèves à des problèmes ancrés dans le monde réel. Super. Des problèmes qu'ils seront, c'est un futur, qu'ils seront susceptibles de gérer collectivement ou individuellement en tant que citoyens ou professionnels adultes. Donc ça veut dire qu'on demande que ces problèmes aient une certaine dimension d'authenticité et ça doit être aussi des problèmes concrets. Alors, tous les éléments qui sont ici, ils ont l'air complètement anodins comme ça, mais en fait ils sont extrêmement problématiques. Si vous regardez la phrase par exemple, seront susceptibles, c'est dans le futur. Donc vous devez faire une formation à quelqu'un maintenant pour que dans le futur, il soit capable de résoudre des problèmes complexes, inédits. Comment c'est possible de faire quelque chose comme ça? Donc vous mettez sur le dos des professeurs et de l'école quelque chose qui est de l'ordre du conditionnel. Dans le futur, voilà, les personnes devront affronter des problèmes. Et quels problèmes? Personne ne le sait. Comment vous voulez former des personnes maintenant et les évaluer là-dessus sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu? C'est pour le moins problématique. É desafiador, né? Formar alunos com capacidade de resolver problemas no futuro. Preparar não é só para fazer a prova agora. Esse é um grande desafio, porque nem sabe que tipo de problemas eles vão encontrar, mas preparar para, na verdade, seria alunos que gostam de estar pensando em resolver problemas e aceitando desafios, no fundo, deve ser o desafio dos professores. Como é que você vai ensinar os alunos a resolver problemas daquele tipo, mas no futuro em problemas inéditos? Ou seja, você nem sabe qual é o tipo de problema
vai aparecer. As pessoas estão diante desse grande desafio. Alors, l'authenticité dont on parle ici, le caractère concret des problèmes, c'est contesté par toute une série d'auteurs. On va revenir là-dessus avec un exemple bien précis pour essayer de vous montrer en quoi ce genre de mot est très problématique. Et donc, le petit commentaire par rapport à ça, c'est que c'est très difficile en fait d'aller contre ce genre d'idéologie parce que les mots peuvent vouloir dire tellement de choses que quand on reste à la surface des choses, mais on ne peut qu'être d'accord avec ce qui est là-dedans. Des problèmes concrets, authentiques, qui vont servir à former des citoyens responsables. Qui serait contre ça? Personne. Mais sauf que quand on commence à regarder ce qui se cache derrière et la signification précise qui est mise derrière, là les ennuis commencent. Ele está falando aqui, resolver problemas concretos, complicações, enfim, todo mundo sabe, mas é a parte mais, na verdade, é a ponta do iceberg. Né? O problema é como aprofundar isso. Dizendo assim, né, também, que ninguém é contra quando fala, quando a gente fica só na superfície do que você falar, né? Autênticos, concretos, aquelas palavras que estão lá, quando a gente lê e fica na superfície, todo mundo é de acordo. Beleza, é isso aí mesmo que quer, mas se você vai tentar ver o que está por trás dessas palavras, aí a gente percebe que há muitas coisas por trás e que muitas vezes a gente não concorda. Que é aí que está o problema. Donc ce dont on a parlé juste avant, c'est le cadrage général qui est donné par PISA. Et en Belgique francophone, c'est intéressant de voir comment ça se passe au Brésil, en Belgique francophone, en fait, on mange ça comme si c'était la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand vous regardez les directives du ministère de l'Éducation, on vous dit quoi? Il faut former aux compétences transversales dans la résolution de problèmes. Il faut former des citoyens responsables. Et puis vous avez, en tout petit, presque caché dans certaines déclarations officielles, des annonces comme la suivante. Trouvez des annonces comme celle-là. Ça, c'est vraiment très très intéressant. On vous dit, PISA porte davantage sur la maîtrise des compétences que sur l'acquisition de savoir et de contenu scolaire. Donc dans l'exemple qu'on va traiter après, vous allez voir que ça a vraiment une importance capitale. Aqui no Brasil separam habilidades de competência na BNCC. Essas habilidades que são aquelas coisas mais simples, tudo bem. Agora, as outras, as compétences mais complexas, essas qui sont organisables. Donc vous voyez, l'adoption du cadre PISA en Belgique, en fait, ça fonctionne vraiment très bien. Si vous regardez en 2010 la Belgique, elle est en 10e position du classement de l'OCDE. 2018, 15e position. C'est une super progression. Donc ici, on va prendre un des items de PISA qui est relativement connu, qui s'appelle l'item des pommiers. Et on va regarder ce que ça peut bien vouloir dire justement ces notions d'inédit, complexe, résolution de problèmes dans ce cadre de PISA. Donc l'énoncé du problème, c'est le suivant. Donc vous avez un fermier et il veut planter des pommiers en carré. Alors, ces pommiers, il veut les protéger des vents. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Autour des pommiers, il va rajouter une série de conifères pour les protéger des vents. Et donc ça nous mène à la disposition suivante. Pommier, conifère, pommier, conifère. Donc vous voyez, on a une progression, on a une suite, on a une séquence de noms. Alors qu'est-ce qu'on demande aux élèves de faire? On demande... Não, o programa PISA vai plantar macieira, mas tem que plantar as coníferas, né, para proteger. E aí, na questão, a questão bolinha preta são as macieiras, né? E aí, as outras são as coníferas. Então, ali tem que perceber essa regularidade, né, o programa, a competência que ele vai falar lá é como resolver esse problema desse tipo?
Donc qu'est-ce qu'on demande aux élèves de faire là-dedans? On leur demande de déterminer à une étape n donnée combien de pommiers, combien de conifères. Donc on va regarder deux types de résolutions différentes. On va les contraster, on va voir ce qui se passe. Donc première résolution, résolution astucieuse. Deuxième résolution, par catégorisation de problèmes. Alors la résolution astucieuse, quelle est-elle? Eh bien, c'est une résolution qui a été proposée par un inspecteur de mathématiques. Donc voici ce que le professeur de mathématiques nous raconte. Alors il nous dit, à partir d'ici, le nombre de conifères correspond au nombre de pommiers. Donc, le nombre de conifères correspond au nombre de pommiers. Plus 2 conifères de moins. Donc c'est l'illustration qui est ici. O número de macieiras é sempre 2 a mais do que o número de coníferas é 2 a mais que o da macieira. Então a parte que está hoje no vermelho. Ele está explicando aí como é que essa é uma solução dada por um professor de matemática. Está escrito ali, como é que esse professor pensou. Astuciosa. Et donc, la seule difficulté, quelque part, c'est lié aux points qui sont ici. Il ne faut pas les compter 2 fois, une seule fois. Sinon, on compte trop de conifères. Et donc, je vais juste aller ici. Donc, quand on met ça en musique, en fait, on arrive à un comptage particulier. On arrive à ceci comme comptage. 2 fois, à cause du nombre de côtés. Et puis quand on fait un certain calcul algébrique, on arrive à une réponse de 8 fois n. Donc l'important ici, ce n'est pas forcément les détails de calcul, c'est l'idée que vous devez avoir quelque part un esprit astucieux pour compter les choses d'une manière où vous ne faites pas avoir. C'est ça qui est fondamental dans cette manière de procéder ici. Tem que observar. Tem os detalhes ali, né? Para eles que estão no campo, tem que tirar para fazer as contas. Então, tem uma complicação. A astúcia está justamente saber o que sobra realmente na célula e Donc maintenant, je vous propose une deuxième résolution, donc pour établir un effet de contraste avec ce qui a été fait ici. Et là, il y a tout un contexte. Donc c'est pas quelqu'un qui arrive et qui est astucieux et qui résout le problème comme ça, non, il y a eu un enseignement préalable. Donc les élèves ont reçu un enseignement de modélisation fonctionnelle, notamment les suites arithmétiques et géométriques. Alors, ici vous avez une référence où il y a des expériences qui ont été faites avec des élèves de 12 ans. Alors c'est intéressant de souligner qu'il y a des expériences qui ont été faites et que c'était avec des élèves de 12 ans parce que dans les programmes officiels en Belgique, on vous dit les suites arithmétiques et géométriques, c'est impossible avec les élèves qui n'ont pas 16, 17, 18 ans, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Donc l'expérience qui est là vous montre en fait que c'est pas vrai du tout. On peut faire ça avec des gens relativement jeunes. Initiation à la modélisation fonctionnelle. Eles estão deixando claro que lá esse tipo de problema pode ser trabalhado a partir de 12 anos. Quer dizer, aquele que pensa que é ABG também lá no ensino médio, né? Então 12 anos não é ensino médio. E tem que deixar claro que essa experiência, né? Pode ser, mas que na Bélgica também eles vão dizer que não pode, você não consegue trabalhar modelagem funcional e sequências aritméticas e geométricas com estudantes dessa idade, mas que pode sim, porque, por exemplo, essa pesquisa, entre outras, fez esse trabalho e mostrou que é possível. Donc, les élèves qui ont reçu cet enseignement, qu'est-ce qu'on leur raconte les suites arithmétiques et géométriques? Ils reçoivent notamment des critères d'identification. Comment je fais pour déterminer si j'ai affaire à une suite arithmétique ou une suite géométrique? Les critères ils sont assez simples. Addition répétée, multiplication répétée. Et donc quand ces élèves sont mis face à l'item des pommiers, ils ont reçu cet enseignement-là et ils identifient sans trop de difficulté en fait qu'il y a une addition qui est répétée quand on passe d'un schéma à l'autre. Et donc, ils sont assez rapidement capables
peut dire que le nombre de pommiers recherchés, c'est 8 fois n. Donc, pour ces élèves-là, ce problème, cette système des pommiers, c'est pas très problématique. Ils doivent aller voir dans leur mémoire, dans ce qui leur a été enseigné, tiens, j'ai cet outil-là, je le prends, pouf, résolution, c'est fait. Os alunos que têm que fazer esse tipo de problemas de pesquisa já fazem sem precisar de modelagem algébrica. Eles já têm raciocínios aritméticos, eles identificam, né, a quantidade, já separam e fazem raciocínio daquele tipo ali, acaba chegando na quantidade da 8n. Eles já têm, de certa forma, modelos. Donc vous voyez que cette compétence résolution de problème, sur cet exemple, elle prend une coloration très différente. Vous pouvez avoir d'une part une résolution de problème qui est envisagée pour tester le talent personnel de quelqu'un, est-ce que la personne peut voir la chose ou pas, c'était la résolution 1, ou vous pouvez l'envisager comme une manière de tester l'acquisition de savoirs qui sont instrumentaux pour résoudre des problèmes. C'est pas du tout la même optique. Ele está dizendo, então, que ele trouxe como exemplo que mostra que a resolução de problemas pode servir ou ser trabalhada para duas coisas. Uma primeira é para testar o talento pessoal de alguém, que foi o primeiro caso, né, que é testar aquelas saídas funcionam e tal, que é uma coisa. E o segundo exemplo ele vai trabalhar com a resolução de problemas a partir de um conteúdo da sua estudante já tem aquele modo que cai para o trabalho. São perspectivas diferentes no trabalho de resolução de problemas. Donc vous voyez avec ce petit exemple en fait que les notions de compétences transversales comme la résolution de problèmes, en fait c'est pas du tout neutre. Ça ne veut rien dire en tant que tel, il faut préciser la signification de ce qu'on met derrière. Et donc cette signification, elle doit être cohérente à minima avec l'épistémologie des mathématiques, et puis elle est toujours porteuse de valeurs humaines. Donc de manière caricaturale, si vous êtes dans une société ultra-capitaliste, qu'est-ce que vous voulez mettre comme signification derrière la résolution de problèmes? Vous prenez un grand sac avec une barre des problèmes, vous la balancez, vous prenez les élèves, vous les balancez dans les problèmes, et puis vous regardez qui survit. Le survivant, vous le prenez et vous l'utilisez, les autres, vous les éliminez. C'est une possibilité d'envisager la résolution de problèmes. Donc, c'est évidemment pas ce genre de direction dont je vais vous parler, ça m'intéresse pas. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi, en définitive, ça me semble beaucoup plus productif, la deuxième approche qui est exemplifiée ici, donc c'est-à-dire travailler par catégorisation de problèmes. Et en quoi c'est cohérent avec l'épistémologie des mathématiques. Está falando do segundo tipo, ele acaba descobrindo categorização de problemas. E não se interessar. Eu não entendi direito o modelo capitalista, que pega e joga. Parece que seria só treinar. Se você, como é que você vai trabalhar? Se você trabalhar a resolução de problema numa perspectiva capitalista, por exemplo, que não é que ele adota, né, que é da psicologia da disciplina, então você pega a resolução de problemas, propõe a diálogo social, vê quem consegue resolver, todos aqueles que não conseguem ser, tipo, jogam fora, né? Então vai sobrar alguns e aqueles alguns lá que sobrevivem, né, que vão viver. Essa é a ideia do capitalista, né? Mas que não é o que ele está defendendo. Isso não é de acordo com a epistemologia da disciplina, a epistemologia da matemática, que é o que ele vai apresentar. A capitalista seria seletiva, né? Totalmente. Salve quem puder e os outros que se A gente tem essas. Alors, si on va voir du côté de l'épistémologie des mathématiques, une caractéristique forte qui me semble commune à l'ensemble des mathématiques, c'est de produire des modèles, des concepts qui permettent de réaliser une économie de pensée. Donc on ne construit pas des mathématiques pour faire juste joli, même si ça peut être très beau, on construit des mathématiques pour leur efficacité à résoudre des problèmes. Et donc ces savoirs
qu'est-ce qui les caractérise aussi? Bien, précisément, la possibilité de développer des modèles unificateurs qui vont couvrir un grand nombre de cas de figure avec une même technique qui va pouvoir s'appliquer à un grand nombre de cas de figure. Et donc, quand on a cet esprit des mathématiques en tête, la résolution de problèmes, c'est assez naturel de l'envisager de la manière dont j'ai parlé juste avant. Quand je suis face à un problème, j'ai été acculturé au savoir mathématique et à leur modèle, donc ça veut dire que je suis en capacité d'aller rechercher dans ces savoirs quel type de modèle est le plus adapté à la situation. Et si le modèle n'est pas adapté, il y en a peut-être un qui ressemble suffisamment pour me dire je vais partir de ce modèle-là et je vais tenter de l'adapter pour résoudre mon nouveau problème. Pelo que eu entendi, esse princípio da economia de pensamento seria trabalhar com os alunos para estarem percebendo regularidades, coisas que funcionam sempre, que depois eles podem estar reinvestindo em outras situações. Quer dizer, uma variedade de problemas. Então, essas coisas gerais que funcionam, você estaria ao alcance de todos, né? Não só de nós. Então, trabalhar essas competências e essa parte epistemológica dos modelos matemáticos que são aplicados, né, e estaria acessível, pelo que eu entendi, com a maioria, desde que se trabalhasse adequadamente. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous raconte, il suffit de regarder un petit peu dans l'histoire des mathématiques et voir à l'ère moderne comment on en est arrivé là. Vous pouvez regarder par exemple théorie d'intégration. Qu'est-ce que ça fait la théorie d'intégration? Ça prend des problèmes comme la quadrature de la parabole, le volume d'un cône, celui d'une pyramide, celui d'une sphère. Donc des problèmes qui ont demandé à l'époque antique à des génies de s'y frotter pour pouvoir être résolus. Et maintenant, n'importe quelle personne tout à fait moyenne peut résoudre ce genre de problème-là. Il suffit de calculer l'intégrale d'une fonction du second degré. C'est une unification extraordinaire. On a la même chose au niveau de la discipline qu'on appelle l'analyse. Et donc ici, il y a Bourbaki, qui est souvent décrié, mais qui est quand même un groupe de mathématiciens de pointe, qui nous dit la chose suivante. Pour qu'on ait le droit de voir là un calcul intégral, donc là il est en train de nous parler du travail d'Archimède, il faudrait y mettre en évidence, à travers la multiplicité des apparences géométriques, quelques ébauches de classification des problèmes suivant la nature de l'intégrale sous-jacente. Au XVIIe siècle, c'est beaucoup plus loin que quand Archimède travaillait, nous allons le voir, la recherche d'une telle classification devient peu à peu l'un des principaux soucis des géomètres. Donc, à l'échelle, la grande échelle de l'histoire des mathématiques, il y a cette dimension de classification de problèmes et d'établir des modèles unificateurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de marginal. Só um comentário, acho que é importante o que ele falou no slide anterior e que ele está trazendo aqui no exemplo, que a matemática não é só para se divertir, claro, a gente faz coisas, né, que a gente gosta e tal, mas ela tem um caráter forte dos seus conteúdos, conceitos de unificador, né, que permite esses conceitos unificadores, que permitem resolver várias coisas de campos distintos, inclusive. E aí, esse caráter unificador vai dar justamente também essa riqueza de permitir resolver coisas de vários campos. E aí ele traz o exemplo, né? Quadratura da parábola, tal, são problemas de princípios diferentes, mas que são resolvidos com o conceito de integral. Então a gente tem aqui que ele traz a ideia da integral, que vai permitir resolver problemas de campos diferentes, problemas diversos. Então esse caráter do unificador, ele está trazendo essa ênfase, mostrando como é que ele traz esse ganho de multiplicidade. Alguns chamam até de generosidade da matemática. Ela fornece coisas que você e até poderia fazer de maneiras mais complexas, mas tem maneiras que são mais bonitas, mais rápidas, e até esses elementos de economia de pensamento. Resolver com integral, você resolve um monte de problema. Está ali, tem esses modelos
que já ajuda a resolver muita coisa. Que não seria difícil das pessoas, né, adquirir esse tipo de conhecimento. Depois eu investi em outra situação. Então, voltar mais no cálculo, que é mais Et donc, on a le même genre de phénomène un peu partout en mathématiques. Si vous regardez les interactions entre algèbre et géométrie, c'est aussi très caractéristique. Avant l'invention de la géométrie cartésienne par Descartes, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des problèmes de géométrie synthétique, et pour les personnes qui ont déjà essayé de résoudre des problèmes de géométrie synthétique, ce n'est pas du tout évident. Il faut une pratique considérable pour arriver à résoudre ce genre de problème-là. Et puis Descartes arrive, il algébrise la géométrie, et là, en une fois, même chose que pour l'intégrale, ça met à portée de personnes tout à fait moyennes la possibilité de résoudre des problèmes de géométrie synthétique qui demandaient un talent vraiment particulier autrefois. Donc on a vraiment, au niveau de l'esprit humain et de la société, une évolution considérable. Um outro exemplo é da álgebra, né, que ela se articulou com a geometria. E isso surgiu a geometria analítica. Depois, o que vai acontecer? Muitos problemas vão passar a ser resolvidos usando essa linguagem da álgebra, junto com a da geometria analítica, e vai permitir uma entrada maior da resolução de problemas geométricos, justamente com a geometria analítica. Então, a geometria sintética, por exemplo, ali, a geometria euclidiana é a geometria sem coordenadas. Sintética. A geometria euclidiana que a gente trabalha, enfim, sem coordenadas, e que era muito difícil de trabalhar. Vamos trabalhar um problema de geometria sintética, provar que pontos estão alinhados, coisas assim, é difícil. Com a entrada de Descartes para a geometria das coordenadas, que é a geometria analítica, é um exemplo que você estava falando antes, que permite uma pessoa resolver coisas muito mais facilmente. Aquela ferramenta que vai ganhar tempo, ganhar e generalidade. É o caso, depois para a geometria vetorial mais ainda, né? Quer dizer, uma evolução, mas vai surgir modelos que são, digamos, o que levava. É por isso que matemática fala da generalidade. Você não está dando certo em um quadro, você muda para o outro, né? E usa outras ferramentas. No caso, essa economia de pensamento vai estar presente quando você usa essas classes de... Donc, pour terminer sur cette petite parenthèse historique et épistémologique, donc la démarche d'un matheux, c'est quoi? C'est pas du tout la démarche de Pisa où il y a un type qui résout un problème comme ça, qui est sorti de nulle part. C'est quand même beaucoup plus profond que ça. Ce sont des personnes qui essaient de déterminer des parentés entre des problèmes, de les classer en famille et de les comprendre suffisamment pour développer des techniques qui vont en une fois résoudre tous ces problèmes. Donc c'est quand même un projet d'une ampleur intellectuelle nettement plus important que le bel type avec son bel problème. Ah, t'as réussi, t'as pas réussi, non, c'est pas ça. Et donc ça donne une perspective très particulière sur la résolution de problèmes et sur la notion de modélisation. Donc il y a une théorie didactique qui s'appelle la théorie des situations didactiques, justement, qui a été développée par un Français dans les années 70 qui s'appelle Guy Brousseau. Et le génie de Brousseau, en fait, ça a été de vraiment prendre appui de manière forte sur l'histoire et l'épistémologie des mathématiques. Et donc, dans sa manière d'envisager les mathématiques et l'étude de l'enseignement des maths, c'est-à-dire la didactique, quelle a été son approche? Eh bien, ça a été simplement de dire, je vais essayer de construire des situations constituées de problèmes dans lesquels le savoir que je veux enseigner à mes élèves va constituer une réponse optimale, entre guillemets, à toutes ces questions que je leur pose. Donc vous voyez que dans cette approche à la Brousseau, on n'est pas du tout dans je te balance un problème, est-ce que tu vas le résoudre ou pas? Bien au contraire. On est dans une planification scientifique et organisée de la gestion de problèmes. Des problèmes qui sont pensés, qui sont emboîtés d'une telle manière que les personnes puissent s'en emparer, et s'en emparer d'une telle manière qu'à un moment ils puissent réaliser quelles sont les connexions entre ces problèmes et le fait qu'il est possible de développer une technique de résolution qui puisse tous les englober en une fois.
Donc il y a un projet derrière cette notion de résolution de problèmes, comme on peut l'envisager en théorie des situations didactiques. Il y a un projet de développement intellectuel, et donc il y a aussi un projet de société qui est caché derrière. Enfin, caché, bon, il n'est même pas caché, mais l'emphase n'est pas mise là-dessus, on va dire. Bom, eu estava falando um pouco agora da teoria da situação didática do professor, que tenta construir, claro, se baseia também nesse princípio da economia do pensamento e da modelagem matemática, mas ele vai tentar descobrir que existem conjuntos de situações, né? Ou pelo menos uma situação, ele chamou no começo de situação fundamental, depois, na verdade, podia ser mais de uma situação, que iam ser fundamentais para poder aprender determinado conteúdo. Quer dizer, olha, se aprender a resolver essas situações, certamente vai, situações de problemas, né? Vai certamente conseguir aprender esses conteúdos. Mas, então, já digamos, é modelo didático agora, né? Não é mais modelo matemático, mas que certamente vai ajudar na construção do conhecimento. Mariana, fala um pouco. Porque ele está trazendo uma distinção bastante forte, vai ser forte na proposta de resolução de problemas, que não se trata simplesmente de você propor o problema e resolve ou não resolve, mas na perspectiva, por exemplo, do professor, em que você propõe situações e que o saber que você está querendo trabalhar, ele é essencial para ele trazer, no mínimo, uma solução ótima para resolver aquele problema. Ou seja, para poder resolver, chegar à solução daquele problema, o aluno precisaria mobilizar aquele saber. Então a gente percebe aí que desse tipo, propor um problema desse tipo é diferente do que propor um problema em geral, como acontece com a proposta do PISA, por exemplo, na avaliação do PISA. Então, o que o professor está propondo, que traz as situações, é essa proposta que ele coloca como sendo uma proposta que tem a ver com a sociedade, né? Como você vê a sociedade. Esses bons problemas seriam os que certamente garantiriam a aprendizagem dos saberes que estavam em jogo. E o desafio dos professores seria encontrar, os pesquisadores, encontrar bons problemas, boas situações. Donc vous voyez qu'ici on est face à une bifurcation irréconciliable. Si vous vous placez dans un état d'esprit à la PISA avec toute l'idéologie qu'il y a derrière, ça veut dire en fait que vous êtes contre les mathématiques, littéralement. Puisque je viens bien de vous dire que le projet des mathématiques, c'est un projet d'unification et de mise à disposition du plus grand nombre d'outils efficaces. Donc pas la peine de vous dire que si vous faites de la didactique et vous intéressez à l'épistémologie, vous ne pouvez pas être en accord avec ce projet PISA. C'est une régression pour l'esprit humain, pour la société. Ele está falando que se a gente coloca nessa perspectiva, a gente é contra o PISA, porque na avaliação do PISA, você é uma avaliação que vai olhar a eficacidade, a eficiência, a eficiência, né, daquela coisa que não é isso que a gente vai olhar. A gente vai olhar como é que esse conhecimento vai ser trabalhado, né, e lá não é como é que você usa aquela ferramenta e faz, acabou. Né? Então é uma perspectiva totalmente diferente. Donc ça ne veut évidemment pas dire que je suis en train de vous proposer de ne pas travailler la résolution de problème, ça n'a rien à voir. Je suis simplement en train de vous dire que c'est possible de l'envisager sous un joug différent de PISA. Et cette autre manière d'envisager la résolution de problème, ça consiste à faire quoi? Mais ça consiste précisément à développer, et on peut l'envisager dans différents cadres conceptuels, comme les parcours d'études et de recherche, par exemple, c'est une possibilité parmi d'autres, mais la proposition, c'est d'organiser une rencontre de problèmes par les élèves, des problèmes qui sont pensés justement précisément pour qu'au bout de la rencontre, ils soient en capacité, avec l'aide du prof, on ne leur demande pas de réinventer la roue non plus, mais ils soient en capacité d'identifier les parentés entre ces problèmes et en définitive, de construire, avec l'aide du prof, toujours des modèles qui vont permettre d'une part d'identifier quand un problème appartient au modèle et des techniques efficaces de résolution. Et donc, apprendre la résolution de problèmes dans ce contexte-là, c'est construire des classes de problèmes toujours plus vastes avec des critères d'identification associés et des techniques instrumentales de résolution.
Donc c'est une manière d'envisager l'apprentissage des mathématiques. Je peux reprendre et segmenter. Je l'avais prévu, hein. Tasmanie, il faut arrêter. Hein. Na verdade, não é bem um treinamento assim, que eles propõem, mas essa capacidade de ir abrindo tem problemas e outras classes de problemas, ele vai ampliando de tal forma que as pessoas vão aprender cada vez mais. Esse Krishna, de certa forma, propõe. Eles consigam perceber, trabalhar a solução de problemas de forma que os estudantes consigam perceber, por exemplo, que um certo problema possa ser resolvido para aquela modelagem que ele fez. Então, que ele perceba problemas que são do mesmo tipo, né, que são resolvidos com uma certa técnica. Então, os estudantes conseguem pegar uma classe de problemas e identificar essas classes, às vezes como conjunto, identificar coisas que vão juntos, se resolvem de uma mesma forma. Donc ici je fais une micro-parenthèse qui n'est pas sur les transparents, mais quand on parle de modélisation mathématique, donc là je viens de faire un lien avec la notion de résolution de problèmes, mais quand on parle de modélisation mathématique, c'est souvent envisagé d'une manière extrêmement réductrice, qu'on trouve également dans PISA. Modélisation mathématique, c'est pour résoudre des problèmes concrets. Mais c'est quoi un problème concret? Dans l'idéologie PISA, un problème concret, c'est souvent un problème que monsieur et madame tout le monde est capable de comprendre. Et ça s'arrête là. C'est un problème concret. Le reste n'est pas considéré comme concret. No modelo PISA, um problema concreto é aquilo que as pessoas conseguem compreender, né? E é básico. Né? Agora, é aí que está o questionamento. O que seria um problema concreto? Né? Será que é aquilo que o PISA está propondo? Ou outra coisa? Né? Eu me vem sempre a cabeça uma palestra que o senhor fez contra o PISA e falava que no fim eles queriam nivelar taxonomicamente por baixo, né? Na verdade, essas avaliações em geral. E aí até pessoas que não são do ramo querem dizer o que a gente tem que fazer, ou seja, faz esses modelos que vai cair na prova do PISA. É isso? Ou seja, não quer, no fundo, que trabalha em níveis taxonômicos mais elevados, mas tudo bem, está questionando o PISA. Ele está questionando o que é chamado de modelização de problemas no PISA. Isso, questionando de modelização. Donc, le grand perdant là-dedans, dans cette vision à nouveau qui découle de PISA et de tout ce qui est associé, c'est un type de modélisation qui est la modélisation intra-mathématique. Ça veut dire quoi? Ben, c'est pas compliqué. Si vous regardez une vaste majorité des concepts mathématiques, ils ne servent pas à être appliqués de manière concrète à l'extérieur, même si ça peut être le cas. Ils servent d'abord à résoudre des problèmes internes aux mathématiques. Les modèles mathématiques sont des modèles des mathématiques elles-mêmes. Então, de certa forma, os modelos matemáticos, eles são modelos matemáticos dentro da própria matemática. Então, intramatemática. Então, saber, de todo jeito, qualquer outra situação que tivesse, teria que cair lá na matemática. Então, vamos resolver o problema interno dentro da matemática, né? Essas articulações. Donc là, je vais vous donner deux exemples de modélisation intramathématique pour taper un peu sur le clou. Alors, un premier exemple, il est lié à la fameuse règle « moins par moins, ça donne plus » qui pose tellement de problèmes. Et le deuxième, il est lié à la notion de vecteur en lien avec les droites et leurs équations cartésiennes et le théorème de Thalès. Alors cette fameuse règle moins par moins donne plus. Comment est-il possible de gérer un truc pareil? Tous les didacticiens savent que c'est quelque chose d'assez casse-gueule. Mais il y a des tas de manières différentes d'aborder la chose. Et là, je vais vous en présenter une particulière. Alors je vais commencer par un petit exemple qui est tiré de Berthet, et cet auteur, comme
vous méritez, nous parle d'une étudiante qui s'appelle Alice. Elle parle de cette difficulté avec la règle moins par moins donne plus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Alice? Elle nous dit moins par moins, ça fait plus. Pourquoi? Moi, j'arrive pas à représenter cette règle-là. Je trouve que moins par moins, ça fait moins. Ça fait pas plus, ça fait moins. Pourquoi? Eh bien, si je descends 4 fois 3 marches d'escalier, j'ai descendu 12 marches. Descendre, moins. Moins par moins, ça fait moins. C'est le raisonnement d'Alice. É super interessante esse exemplo, porque foi trazer, né, como que justificar a regra de menos vezes menos dá mais, tentar isso via exemplos concretos, no meio do crédito. Aí ele vai trazer esse exemplo que acontece, que aquela pesquisadora traz esse exemplo dessa menina Alice, né? Que ela vai pegar na escada, né? Se eu desço 3 degraus, eu desço 4 vezes 3 degraus, eu desci 12 degraus, então estou no menos 12, não vou estar no mais 12. E agora? Donc vous voyez que cette citation, elle a l'air un peu stupide, il y en a certains qui vont se moquer d'Alice, mais pourtant elle est vraiment révélatrice. Pourquoi? Dans l'idéologie PISA, où on vous dit que tu dois résoudre des problèmes concrets, tout doit être concrétisé en un sens un peu stupide, qu'est-ce qu'elle fait, Alice? Alice, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Elle recherche un sens concret, en un sens naïf, à cette règle, moins par moins, donne plus. C'est ce qu'elle essaie de faire. Et quand elle réfléchit de manière concrète, Alice, elle trouve que moins par moins, ça fait moins. Pourquoi elle aurait tort, Alice, dans ce cadre de pensée? Pourquoi? Le raisonnement pourrait tout à fait tenir la route. Je descends 4 fois à 3 marches d'escalier, j'ai descendu 12 marches d'escalier, ça fait moins 12. Então ele está dizendo que se a gente fala que tem que fazer um pensamento concreto, né? Então a Alice, ela faz um pensamento totalmente concreto, ela está obedecendo essa regra, ela está fazendo esse pensamento, então menos vezes menos dá menos. Por que não está certo? Ela raciocinou da forma como. Donc vous voyez ici que cette manière d'envisager tout sous l'angle du concret, ça crée un rapport chez les élèves, chez les apprenants, et notamment les plus jeunes, qui est complètement déviant, qui va les empêcher de pouvoir rentrer dans la signification des concepts de mathématiques. Parce qu'on leur dit d'entrée de jeu, tout est concret. Ce qui n'est pas concret, c'est que ce n'est pas possible de le comprendre et c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Et donc en faisant ça, vous signez la mort intellectuelle de générations d'élèves et d'étudiants, parce que vous les empêchez d'emblée d'aller chercher dans une direction qui va leur permettre de comprendre pourquoi moins par moins ça fait plus. Esse apelo ao concreto pode matar a criatividade, o espírito matemático, porque a Alice está tentando buscar exemplo concreto e, ao contrário de ajudar, está trabalhando tudo, né? Então, tem coisas da matemática que não é, né, não é um exemplo, não é o concreto para exemplo. Nós estávamos então hoje de manhã discutindo sobre o limite, que quanto mais aproxima, mas isso é uma ideia falsa. Você pode estar sempre se aproximando, vai ficar uma distância grande e não chegar, né? Então, até que ponto vai estar ajudando? É isso que está sendo questionado. Donc en didactique, quand on vous parle d'obstacles épistémologiques, c'est en fait exactement ce dont on est en train de parler ici. Un obstacle épistémologique, c'est une manière de se comporter par rapport au monde sensible et par rapport au savoir, manière de se comporter qui va pouvoir, selon les circonstances, vous faciliter la vie pour vous acculturer un savoir ou vous la rendre insupportable. Et un obstacle épistémologique majeur qui a été étudié, ça fait maintenant plus de 30 ans dans les laboratoires dont je suis issu, c'est ce qu'on appelle l'obstacle empiriste. L'obstacle empiriste, c'est quoi? Bien, c'est ce dont Alice nous témoigne dans l'exemple d'avant. C'est une attitude, une disposition d'esprit qui consiste à considérer que nécessairement les concepts scientifiques, dont les concepts mathématiques, sont la traduction plus ou moins mot à mot, plus ou moins symbolisée de ce que nos sens nous permettent d'appréhender.
Donc si je suis face à un concept et que je ne peux pas le relier à mes perceptions sensorielles, c'est que ce concept est un faux concept. C'est le concept qui a un problème, c'est pas moi. Novamente está retomando essa questão de ficar apelando para o concreto e aí, quando esse concreto, tudo que PISA, não só o PISA, muitos tem que ter sempre concreto, senão não funciona, tudo é concreto. Esse apelo empirista do concreto pode ser uma grande muralha, um impedimento a você aceder aos conhecimentos abstratos e necessários para poder prosseguir na matemática. Muitos problemas, como foi o caso da lista, mas tem tantos outros. Né? Então, essa questão da modelagem vai depender de como vai ser feito e tomar cuidado com esse grande apelo ao concreto, porque o concreto em matemática pode ser bem diferente do concreto do mundo físico. Aí ele tem falado que pode representar um obstáculo epistemológico, porque é empirista, que, resumindo assim, o que eu consigo ver, perceber, tá ok, não tem sentido, eu consigo ver. Se eu não consigo ver ou perceber, esse conceito não existe, é um problema do conceito, não é um problema do. Então, no caso, eu tenho exemplificado pelo que ali se fala. Né? Eu vejo, percebo aquilo, então o problema da lista, não é um problema. Percebem? Né? Então, aí você vai ter o obstáculo, né, que está falando da lista. É interessante. Porque vai dificultar, inclusive, a entrada na matemática mesmo. Porque, não é tudo que a matemática ela vai além do concreto e depois até ajuda a resolver os problemas concretos. Alors, si on revient maintenant à cette règle moins par moins donne plus du point de vue des maths, du point de vue des maths, c'est relativement connu. On a toute une partie des maths qui s'occupe des structures algébriques et de leur extension, des extensions de corps et des propriétés de modules, d'anneaux, de groupes. Il y a une variété incroyable d'objets algébriques et on s'interroge sur les opérations qui sont définies dessus, leurs propriétés et les possibilités de les étendre. Donc la règle moins par moins donne plus peut se comprendre dans ce cadre-là. Bon, évidemment, avec des gosses de 12 ans, théorie des corps, c'est pas ça qu'on va essayer de viser. Mais il y a une voie du milieu. Ça n'est pas le concret imbécile ou les mathématiques formelles trop avancées, les possibilités de travailler dans quelque chose qui se trouve plus au milieu. Bom, que está dizendo que esse apelo ao concreto, tudo bem, mas tem uma solução aí que seria pegar o concreto, mas olhar e o abstrato também. Como aqui é do meio, né, que ele está falando, existe a viés que ele fala meio imbecil, esse concreto não tem sentido, totalmente abstrato, de grupos e tal. A gente não vai conseguir trabalhar com os estudantes, mas existe uma via do meio, no centro de ser feito. Quem sabe está indo e voltando, né? Exatamente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Donc ici, je vais vous proposer des éléments d'une ingénierie qui était expérimentée avec des élèves de 12-13 ans sur cette règle. Donc le contexte, c'est le suivant. Vous avez ici une voiture qui se déplace à vitesse constante le long d'une route qui est parfaitement droite. Et donc vous avez un flash sur la route qui permet de déterminer où la voiture se situe et à quel instant. Alors, V, on va appeler ça la vitesse, T le temps et P la position. Donc pour faciliter la chose, la voiture, elle est au temps T0 à l'origine du repère. Donc quand T vaut 0, P vaut 0. On peut envisager des extensions après, peu importe, c'est pour faciliter la situation initiale. Alors V, T et P peuvent tous prendre des valeurs négatives. V égale à moins 30 par exemple, ça signifie que la voiture se déplace dans le sens contraire par rapport au repérage de la route. T égale à moins 2, ça signifie qu'on se demande où était la voiture il y a 2 heures, etc. etc.
Alors, première partie. Je suppose que la voiture se déplace à 30 km/h. Elle se déplace à 30 km/h. Où va se trouver la voiture dans 2 heures? Donc quand t est égal à 2, la voiture sera à 60 km du point de départ. Comment a-t-on fait pour tenir 60? On a fait 30 fois 2. 30 km en 1 heure, en 2 heures, 30 fois 2, 60 km. Donc on propose aux élèves d'expérimenter avec toute une série d'autres valeurs, et puis à un moment, la question arrive, quel est le calcul que tu dois faire quand on te donne le temps pour avoir la position? La réponse à la question, il suffit de faire position, c'est la vitesse fois le temps. Pas de problème. Maintenant, on peut faire la même chose avec ceci. Tiens, maintenant, si la vitesse est de moins 30 km/h et qu'on se demande où était la voiture il y a 2 heures, comment on fait ça? Mon repère, il est orienté comme ça. La voiture se déplace dans ce sens-là et on se demande où était la voiture il y a 2 heures. Elle était à 60 km du point de départ. Donc quel est le calcul qu'on a fait? Ici, il faut faire attention. Le calcul qu'on a fait, c'est le suivant. Donc je vous rappelle que c'est à destination d'élèves qui ne connaissent pas encore la règle moins par moins d'autre plus. Donc ils ne peuvent pas faire directement moins 2 fois moins 30, ça n'a pas de sens pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord transformer le moins 30 en un nombre positif, moins 30 qui vaut 30, et moins 2, ils vont faire la même chose, ils vont le transformer en quelque chose de positif, parce qu'ils ne savent que multiplier des nombres positifs. Donc même chose, on les fait travailler sur un certain nombre d'autres exemples, et puis à gros, cette question fatidique. Je te donne le t, est-ce que tu peux me donner le p? Donc qu'est-ce qu'ils vont produire comme modèle algébrique? La position, c'est moins v fois moins t. Et puis on continue à les faire travailler de cette manière-là avec les différentes possibilités. Quand p est positif, t négatif. Quand p est négatif, t est positif. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Et donc on arrive finalement avec les élèves à toute une série de modèles. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, selon qu'on a affaire à des valeurs qui sont positives ou négatives. Donc les élèves, à ce stade-là, ils ont tué le problème quelque part. Vous leur donnez n'importe quelle t, n'importe quel v, ouf, formule, et ils vous trouvent le p correspondant. Bom, esse problema das velocidades dependia do sentido. Né? Se estava começando um sentido como positivo, o sentido contrário era negativo. E também o tempo. Se o tempo era antes, né? Se o tempo era antes de. Quando estava há 2 horas atrás. Então, o tempo era negativo. Né? E aí, normalmente a fórmula seria a posição, era a velocidade vezes o tempo. E aí vai aparecer várias possibilidades, né? Quando o tempo é negativo, quando o tempo é positivo, a velocidade. E aí acabou aparecendo todas aquelas fórmulas ali, né? Para resolver os outros casos. E aí está envolvendo o produto do menos por menos e a interpretação onde vai ficar onde vai estar o carro, né? É interessante que no slide anterior que aparece menos, ele mostra lá, ele até escreve, né? Os alunos não sabem multiplicar, mas naquele momento eles sabem menos 4 é mais 4. Né? Eles sabem que é o oposto do oposto. É a mesma coisa do outro. Então, ali o resultado daqui, ele chega, então vai ser positivo. Então, a proposta é essa, você vai analisando e fazendo vários, até ele chegar à conclusão, né, que o menos vai dar mais. Por isso que ele tinha falado antes que é uma proposta alternativa, um meio termo. Você não está fazendo poder concreto nesse pausa. Nem a álgebra abstrata. Donc là, il y a un certain progrès qui a été réalisé à ce stade-là, mais on aimerait bien aller plus loin. J'ai 4 formules, c'est pénible, parce que je ne peux pas en avoir une seule, tout le temps la même, c'est quand même beaucoup plus facile. Je ne dois plus me dire, tiens, est-ce que c'est celle-là, ou celle-là, ou celle-là, est-ce que c'est possible d'avoir une seule formule? Bah oui, c'est possible. Alors comment on peut faire?
Ele está analisando agora e ver se não era possível colocar uma fórmula só, sem ficar essa história de aquelas 4, todos os casos. O que é possível? Eh bien, dans le cas où V était son négatif, la formule c'est celle-là. Est-ce que ce ne serait pas possible d'avoir cette formule-là qui marche aussi ici? Ben, ça serait possible si on accepte que V fois T est égal à moins V fois moins T. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, pour le moment, les nombres négatifs, on n'a pas de signification au niveau de la multiplication. Multiplier deux nombres négatifs à ce stade à l'école, on ne sait pas ce que c'est. Donc il n'y a rien qui nous empêche d'étendre la définition qu'on connaît pour les nombres positifs et de choisir une définition pour les nombres négatifs qui nous arrange. Donc c'est l'acte qui est réalisé si on accepte de considérer que moins V fois moins T est égal à V fois T. Alors il se fait que quand les élèves sont mis face à cette alternative, est-ce que tu accepterais ou pas, ben, ils trouvent que c'est plutôt sympa, parce qu'ils ont compris l'économie que ça constitue d'avoir une seule formule. Imaginez, vous êtes un élève, le prof vous dit, bah, il y aura interrogation, bon, alors tu préfères quoi? Mémoriser 4 formules et risquer de te bourrer quand tu choisis la formule, ou une seule? Bah, on peut faire une seule. Le prix à payer, c'est une montée en abstraction. Je dois accepter, maintenant, on sait multiplier deux nombres négatifs ensemble. Et pour le faire, il suffit de multiplier les opposés de ces nombres-là. Alors, cette multiplication n'a plus d'interprétation concrète en un sens naïf, mais j'accepte cette règle-là à cause de l'économie que ça me permet de réaliser au niveau de la formule qui gère la cinématique. Ele disse que é possível aceitar a forma, só que tem muita abstração. Quer dizer, tem um modelo concreto, mas você tem que pensar um pouco mais para interpretar. O que significa o menos V e o menos T. E por que vai dar a mesma coisa que aquela fórmula concisa, né? Que é igual a VT. Donc, quelques commentaires maintenant sur cette ingénierie. Bon, je ne vous ai pas tout dit, hein, c'est les grandes lignes. Donc, les élèves, ils sont OK pour adapter la formule, mais il n'y a pas eu de pression démesurée sur eux pour leur dire tu dois absolument faire ça, sinon ça ne va pas aller, il n'y a pas eu de chantage. C'est les élèves qui sont OK de l'adopter parce que ça les arrange bien. Et ça, c'est aussi une occasion dans l'enseignement des mathématiques, de créer des situations dans lesquelles on amène les personnes devant une bifurcation, en leur disant, voilà, on vient d'étudier tel et tel problème, maintenant, on est face à un choix. Soit on reste dans un certain entendement, dans une certaine compréhension des concepts que tu connais jusqu'à présent, soit on modifie cet entendement, cette compréhension. Alors pourquoi on voudrait modifier cet entendement, cette compréhension? Parce que si on le fait, on peut développer techniques de résolution et modélisation plus efficaces. Et donc vous avez du coup la possibilité de mettre vos élèves face à un choix. Est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là? Ao analisar essa possibilidade, o aluno vai poder escolher e compreender o que está acontecendo. Vou aprender usando a fórmula concisa, mas vou ter que pensar quando está indo, está voltando, nesse tempo fazer os cálculos. Alors pourquoi Ele chamou a atenção do fato que nessa engenharia, essa ideia de resolver adotar uma única fórmula, que contivesse os 4 que tinha antes, foi uma escolha dos estudantes, não foi imposta. Então os estudantes escolheram porque eles perceberam que aquilo seria bom para eles. E aí ele está dizendo da importância desse trabalho na perspectiva de que eles teriam duas
duas escolhas, né, de trabalhar com estudantes, mas ele tinha duas escolhas. Uma é de continuar como está, e essa outra que abre uma vida diferente, né, que abre uma perspectiva, novos conhecimentos, que permite depois ir mais além. Donc ça me semble extrêmement important d'amener les élèves devant ces choix-là. Pourquoi? Mais pour essayer de dépersonnaliser les questions d'enseignement au niveau des élèves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans toute une série d'enseignements, vous avez des conflits entre enseignants et élèves, parce que l'élève pense, des fois à juste titre, qu'on essaie de lui imposer quelque chose d'arbitraire. Il va se mettre dans le rejet de ce quelque chose qu'on cherche à lui imposer. Donc ici, la situation est la suivante. Vous expliquez quel est le problème et pourquoi on peut aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Et vous dites à l'élève, tiens, toi, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, il peut choisir cette voie-là ou celle-là. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Pourquoi? Parce que le message à faire passer à ce moment-là, c'est de lui dire, il y a une communauté qui s'appelle la communauté des mathématiciens, il y a des milliards de personnes dedans, et ces milliards de personnes ont choisi la voie qui est là. Tu peux, toi, à titre individuel, ne pas être d'accord avec cette voie-là et la rejeter, mais là, je viens de t'expliquer pourquoi les mathématiciens font le choix d'explorer la voie qui est là. Donc maintenant, dans le cours de mathématiques, tu es prié de suivre cette voie-là. Tu as la possibilité de comprendre pourquoi on a fait ce choix, mais tu as aussi la possibilité de ne pas l'accepter personnellement. Mais les choses sont claires. Je ne te demande pas de jouer le jeu de dupe, de dire oui, 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 amen pour le plaisir. Non. Il y a quelque chose qui était suffisamment explicité pour te permettre de comprendre pourquoi on choisit cette voie-là. Et l'objet de l'enseignement se situe notamment au niveau de la compréhension de l'élève de pourquoi il y a une bifurcation et pourquoi il y a un côté qui a été choisi. Donc en ce sens-là, ça n'engage pas l'élève de manière personnelle. C'est lui dire, tiens, il y a un projet de société, c'est un projet de mathématicien, il y a des choix qui ont été faits, je te montre pourquoi ces choix ont été faits. C'est ça que je veux que tu comprennes. Então, para convencer o aluno, tem duas possibilidades. Né? Tem essa de não aceitar aquela forma que os matemáticos já chegaram à conclusão, existe uma comunidade de matemáticos que chegou a essa conclusão. Aí você pode seguir essa outra, né? Mas aí tem, para não ficar aquela coisa que o professor está impondo, ele já não está impondo sozinho, tem uma comunidade por trás que já pesquisou e viram que tinha vantagem de usar aquela outra opção, que é mais econômica e funciona para todos os casos. E é sustentada pela comunidade dos matemáticos. Então não está impondo assim, o professor impondo, né? Está levando com ele a comunidade de matemáticos. Entendeu isso? Além do que você entendeu. Donc ici, j'aimerais faire une dernière remarque sur cette ingénierie, et c'est la suivante. Donc, si on se place dans le cadre des mathématiques plus formelles, tout ce qui est théorie des groupes, des corps, des anneaux, que sais-je, donc on peut justifier moins par moins de plus à l'aide de ce qu'on appelle un principe de permanence. Donc je veux que certaines propriétés restent vraies, et donc pour qu'elles restent vraies, dans mon extension, je suis obligé d'accepter comme conséquence que moins par moins donne plus. Donc le mathématicien professionnel, lui, il ne va pas sourciller d'un poil, c'est son lot quotidien d'utiliser des principes de ce type-là. Mais ce n'est pas ça qui est fait avec les élèves. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est en train de faire des mathématiques de ce niveau-là avec les élèves. Le type de mathématiques qu'on fait avec les élèves, ça se situe à un niveau beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que des expérimentations numériques le conduisent à construire une série de modèles, et puis à un moment, ces modèles, la volonté d'unification l'amène à accepter que moins 1 fois moins 1, ça va faire plus 1. Donc c'est un constat, si on veut, a posteriori, qui permet de construire cette règle-là. Tandis que le matheux, lui, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait envisager de manière froide, a priori. Je veux faire une extension de tel truc, pouf, je le fais, quelles sont les conséquences? Point barre. Alors pourquoi je vous parle de cette différence-là? Pour la raison suivante, c'est que je pense qu'un des grands problèmes dans l'enseignement des maths, c'est d'être pris en otage entre deux visions extrêmes. D'une part, la vision imbécile, concrète,
à la PISA, et d'autre part, la vision du matheux pur et dur, pour qui il y a uniquement les maths formelles qui existent et il ne veut rien savoir d'autre. Et donc quand vous êtes un enseignant, vous êtes souvent pris entre ces deux extrêmes-là. Vous ne pouvez pas faire de la théorie des corps avec des gosses de 12 ans, hein, ça s'appelait les maths modernes, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais par contre, si vous vous soumettez au dogme de PISA, ben en fait vous êtes en train de détruire l'intelligence des gens qu'on vous a confiés. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est un problème. Donc envisagez les choses de cette manière-là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une panacée, que tout le monde doit le faire, mais ça vous offre au moins une piste de réflexion sur comment vous situez à mi-chemin entre les deux. Donc là, je vous ai parlé de quelque chose qui a été fait en Belgique. Je ne suis pas en Belgique ici, je suis au Brésil, ce n'est pas le même contexte. Peut-être que ça ne fonctionnerait pas, j'en sais rien. C'est à nous à échanger, c'est à vous à expérimenter pour voir si éventuellement ce genre de choses peut fonctionner ou pas dans votre contexte institutionnel. Et si ce n'est pas le cas, vous posez la question, est-ce qu'on peut adapter? Oui, non. Ou créer quelque chose qui est dans un état d'esprit similaire, qui n'est pas soit un extrême, soit de l'autre. O desafio está lançado, né? Os matemáticos, esses estudos vão criar um conceito novo, basta ver se não vai entrar em contradição com o que já existia. Por exemplo, menos vezes menos vai dar mais, porque, tá bom, eu posso estender para outros. Assim como começa lá com potência só para número positivo, depois o zero também dá para pôr, depois vai para os negativos, para as situações, desde que não dá problema de coerência das propriedades, mas isso é um espírito matemático que só está preocupado com a coerência interna, né, da matemática e pouco importa com as aplicações, se vai ter ou não. Agora, por outro lado, Deus que quer, o tipo de pizza, o concreto é o concreto, aquilo que está ali é o outro, porque ele fala a visão imbecil que quer ficar naquele empirismo. Agora, aí tem duas escolhas. Na verdade, tem um terceiro caminho que seria, olha, tem coisas concretas, mas que dá às vezes para fazer modelizações e ao mesmo tempo ficar ali e trabalhar no meio do caminho, né, que é uma posição, que ele falou lá do exemplo das velocidades. Né, e talvez convença mais os alunos esse caminho do meio, e seria melhor e evitaria esse nivelamento por baixo e também não ficaria assustando com modelos matemáticos muito abstratos. Não sei, é mais ou menos isso. Mas eu vou complementar. Ici, ça fait 1 heure qu'on parle, donc on me fait signe que ce serait quand même bien qu'on puisse un peu échanger plus librement. Donc je vais m'arrêter avec un dernier commentaire qui sera le suivant. Donc, le travail du didacticien, en fait, dans ce que je vous ai montré ici, vous pouvez voir en fait que ça n'a rien à voir avec le travail d'un psychologue ou d'un pédagogue. C'est pas qu'il ne faut pas faire de psychologie ou de pédagogie, mais c'est que dans les endroits où je vais, il y a souvent une incompréhension par rapport à qu'est-ce que c'est la didactique. Didactique, sciences de l'éducation, psychologie, pédagogie, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez ici toute la réflexion, elle est orientée sur une analyse plus ou moins fine du savoir. C'est l'étude du savoir qui oriente tout le travail de recherche. Il n'y a pas ça quand vous faites de la psychologie, de l'éducation, de la pédagogie. Donc il y a une voie de recherche originale en didactique et qui me semble absolument indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de psychologie, de pédagogie, mais en tout cas, si on ne fait pas de didactique, là je suis assez convaincu qu'il manque quelque chose de fondamental. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous n'analysez pas les savoirs, vous n'avez pas les outils pour vous positionner par rapport à des projets idéologiques comme celui de PISA par exemple, qui en définitive est une régression pour l'humanité et qui détruit l'enseignement des mathématiques. Donc si vous voulez avoir les outils conceptuels pour vous positionner par rapport à ces approches déviantes, vous devez rentrer dans l'analyse des savoirs. Et donc, d'une certaine manière, vous devez faire de la didactique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse le traducteur faire son office et je m'arrête là. Olha, eu estou tentando captar as ideias centrais, né? Porque fazer didática, do ponto de vista de didática das ciências, é quase impossível sem estar bem ancorado perto da ciência mãe, que é o caso, mas sem fugir. Não é que as outras são ruins, mas para poder fazer os trabalhos, análise que precisa fazer, questões de sala de aula, para poder questionar um
PISA e outras coisas, parece que essas teorias da didática vão dar mais suporte do que do que não ter. Como que eu vou combater aquilo? Mostrando exemplos concretos e fazendo funcionar com problemas matemáticos, no caso, com situações de problemas matemáticos e com alunos verdadeiros e experiências práticas verdadeiras. Então ele está mostrando que é uma ciência, tem muitos laboratórios, está aí com mais de 30 anos de pesquisando essas coisas, e os resultados são encorajadores, mas que mostram que tem que continuar avançando. Para poder fazer frente aos desafios que estão aí. Ele coloca ênfase bastante sobre a importância da epistemologia dos saberes, do saber no caso. Para ele, assim, é diferente da psicologia, da ciência da educação, a didática ela vai no centro, né, para ele, importante, para a gente ler. A questão da epistemologia do saber, porque você precisa compreender profundamente a epistemologia dos saberes para poder, por exemplo, questionar ideologicamente, inclusive, o que PISA propõe, resumidamente, né, para a gente poder passar para as questões. Já vai então as questões, ele agradece, mérito de Queria primeiramente agradecer ao professor pela fala, agradecer aos nossos tradutores que a gente teve aqui. A gente vai agora, vocês me escutam aí no fundo, né? Tá tranquilo, tá tendo alcance. O cronômetro de perguntas, agora os questionamentos, a gente conversar com o professor. A gente vai fazer um combo de 4 perguntas, e ele tenta responder tudo em conjunto, por causa do tempo, que já está um pouco estendido. Então, quem queria começar, o professor Margarida já tinha se candidatado. A Natália? Não. Ela está fazendo assim. Ela quer produzir. Vai perguntar. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer em português com traduz. Eu achei super interessante na fala dele, ele trazer a questão dos problemas complexos. Eu acho que existe uma certa falsa ideia, que foi longamente trabalhada, de que tem que ser tudo concreto, tudo prático, matemática, os alunos, estudantes, e até estudantes mais velhos, não só os pequenininhos. Para mim isso é uma coisa muito grave, porque se a gente for trabalhar só com a aplicação concreta no dia a dia, né, pode terminar quase que nas operações, nas 4 operações. Então, eu achei bem interessante isso que ele trouxe. E essa questão que ele traz do significado, né, da matemática com essa ideia de ser unificador, desses conceitos unificadores, eu acho que a gente tem pouca essa visão de perceber isso, né, como objetos que permitem trabalhar e passear, né, enfim, resolver problemas de diversos campos. Eu acho que essa é uma coisa que talvez a gente, da matemática, perceba um pouco pela própria formação que a gente tem, né? Que é uma coisa. A primeira vez que eu vi alguma coisa assim, quando eu comecei o doutorado, discuti lendo texto sobre o ensino de álgebra linear, por exemplo. Então, eu queria comentar um pouco sobre isso e aí falar dessa coisa dos números inteiros relativos, do problema que ele trouxe, que é o problema que o Kleber trabalha na tese dele, né? Gonçalves, de doutorado, e ele traz uma engenharia, perguntas de pesquisa sobre isso. Tá? Vou falar baixinho, pode? Alors, ce que j'ai dit, c'est que j'ai bien aimé les exemples de France. Tu as parlé sur les problèmes du modèle concret, parce qu'en fait, il y a eu pendant longtemps, il y a encore maintenant, un accent dans l'enseignement sur le problème concret. Et ce qui a fait. Tout à fait. Et donc, ce qui a fait qu'apparemment, tout ce qu'on enseignait, il fallait avoir des modèles concrets. Et c'est un problème très, très grave, parce que si on devrait enseigner que des choses concrètes, on peut presque s'arrêter aux opérations. Et donc, mais ça pose des problèmes, parce qu'on
on rencontre des gens qui nous demandent de voir les applications. Et l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que par rapport au concept mathématique en tant qu'unificateur, c'est quelque chose que je trouve très important. Moi-même, la première fois que j'ai vu ça, j'ai commencé à penser comme ça. C'était pendant mon doctorat, que j'ai commencé à lire des textes sur l'objet binaire. C'est des concepts qui sont très unificateurs. Voilà, exactement, les vecteurs. Mais qui nous, quand on fait les cours de mathématiques, normalement, on ne voit pas comme ça. On n'est pas enseigné comme ça. À voir comment les concepts permettent de résoudre les choses variées. Et finalement, je voudrais dire qu'en fait, sur le problème de produire moins fois moins, j'ai dirigé une recherche doctorale d'un étudiant qui a travaillé justement sur ça, qui a aussi essayé de travailler avec les enseignants pour essayer de justifier comment on peut justifier cette règle sans faire le truc du cul aussi, le truc du point rouge, bleu, que à mon avis c'est n'importe pas, parce que ça n'a pas de sens. Et donc il a aussi essayé de faire quelque chose comme ça, inspiré par le travail de l'espagnol, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez. C'est un peu comme ça. Mais ce que tu dis là avec l'histoire des points rouges, des points bleus, des balances, c'est vraiment, je pense, hyper important comme exemple. C'est résistant dans le temps, je pense, justement, et on en revient à cet aspect-là, parce que les personnes qui se lancent là-dedans en général, soit c'est pas des matheux, soit c'est des personnes qui ont une formation mathématique, mais en fait ils n'ont pas été justement dans l'analyse épistémologique de manière suffisamment poussée. Et donc, quelque part, ils ont un manque de compréhension des raisons d'être fondamentales de certaines opérations, que ce soit les nombres ou n'importe quoi finalement. Donc ils en sont réduits à des techniques d'ostension dont ils n'ont pas conscience en tant que chercheurs. Alors, chez les élèves, chez les enseignants, on peut entre guillemets comprendre, mais chez les chercheurs, c'est quand même assez grave. Donc les chercheurs eux-mêmes, certains s'inscrivent en théorie dans la didactique, mais en fait, il n'y a pas de questionnement du savoir. Et donc, ils vont faire la promotion de techniques qui sont finalement que de l'ostension plus ou moins déguisée, avec à la clé des renforts de trucs statistiques, evidence-based, on en parlait dans le cours dans la conférence de ce matin, et donc une illusion complète. Et le monde anglo-saxon, il n'y a pas que ça, mais ils sont très forts là-dedans. C'est des personnes inquiétantes. Ele falou que para trabalhar a explicação de televisão tem jogo que se usa muito no Brasil também, não sei se você já viu, que é aquela coisa dos palitinhos vermelhos e azuis. Já viu? Ele já viu. Ele é mais jovem que você já viu. Ela que viu. Oi? E que é uma coisa de trabalhar palito azul é positivo, palito vermelho é negativo, faz um negócio assim, ele está dizendo que ele conhece essa proposta e que usar esse tipo de proposta você não conhecer, não tem uma análise epistemológica sobre o conceito. Ele fez uma crítica bem grande, né, a quem trabalha nesse tipo de coisa. Ou é alguém que não é da matemática, ou é alguém que pode até ser, mas que faz o uso sem você realmente conhecer o que vem a ser. Eu particularmente não gostei disso. Porque, na verdade, quando a gente trabalha as operações de inteiros, acaba tendo uma regra para cada. Se mais com mais, se faz de um, menos com mais faz de outro, menos com menos faz de outro. Ou seja. Et donc, en lien avec ça, il y a vraiment des cartes très importantes, je pense, à jouer dans la formation des professeurs, parce que si les professeurs eux-mêmes ne sont pas acculturés à d'autres niveaux de rationalité que soit l'empirisme, soit le formalisme à tout craint, mais comment est-il possible qu'eux-mêmes fassent évoluer leur pratique? Il faut leur donner des outils. Et un outil fondamental, c'est de faire de l'épistémologie, mais faire de l'épistémologie, ça peut se faire de 36 000 manières différentes. À certains moments, ça se réduit à on regarde quelques passages historiques. Ok, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on en tire? Strictement rien. Donc il faut les faire bosser sur des problèmes de maths et leur montrer que certains problèmes de maths peuvent être abordés autrement que
aller d'une théorie formelle déjà toute constituée, ou alors des problèmes tellement simplets qu'à la limite, il n'y a pas besoin de faire une formation mathématique. E aí ele está falando sobre a importância da formação de professores. Porque se a gente não trabalha a formação de professores, né, como é que eles vão saber discutir isso? Então, seria importante trabalhar na formação de professores a epistemologia, né? E trabalhar com esses problemas de matemática. Então, para perceber que não é fazer a matemática totalmente pura, aquela matemática abstrata, né? Trabalhar com os estudantes, mas também não é fazer aquela essa meio imbecil, assim. Não falou isso, tá? É o empirismo. Muito empírico. Né? Mas é interessante, porque tá dizendo, como é que os professores vão trabalhar nessa perspectiva, digamos, do meio, se a gente não trabalha, se eles não têm essa formação. Às vezes saem da universidade sem essa formação, às vezes quase saem. Et alors, je termine avec le dernier complément, mais donc la suite logique de ça dans le cadre des formations des enseignants, c'est aussi de les faire bosser sur leur propre obstacle épistémologique à eux. Dans ce qu'on constate en Belgique, vous pouvez faire 5 ans de mathématiques universitaires avec théorie des cordes, théorie des groupes, algèbre différentielle, théorie des catégories, tout ce que vous voulez comme théorie super abstraite, et constater que quand vous leur posez des questions de base sur la notion de limite, sur les nombres négatifs, en fait, ils ne sont pas plus avancés que leurs élèves. Ils ne comprennent rien du tout. Rien du tout. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand vous mettez en place le contexte pour les confronter à ces difficultés qu'eux-mêmes ont, vous constatez que ces difficultés, elles sont résistantes. Il ne suffit pas d'expliquer, ah, t'as compris, oui, c'est bon. Non. Ça demande des heures de travail. Donc si on fait l'impasse sur le travail de nos propres obstacles épistémologiques, qu'on voit que ceux qui sont chez les autres, on n'ira pas très loin. Ele está falando aqui sobre os obstáculos epistemológicos que nós mesmos temos, os professores. Então, às vezes você trabalha na Bélgica 5 anos de matemática, você estuda corpos, álgebra das quantas, geometria diferencial, todo esse plano de coisa, mas se você coloca questões sobre, por exemplo, os números negativos ou sobre limite, eles não estão melhores que os próprios estudantes da educação básica, não sabem mais além, eles também bloqueiam. Então, assim, a questão é, a gente tem que se questionar a gente mesmo. E não vai longe, né, se a gente pegar